Bonjour et bienvenue dans Avocat, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission, votre émission juridique, l'émission qui répond à toutes vos questions de droit de manière simple et accessible avec notre équipe d'avocats. Je vous rappelle que pour poser toutes vos questions, rien de plus simple, envoyez-nous un mail sur avocat.net, on répondra à vos questions dans tous les domaines du droit qui vous intéressent, droit de la famille, droit social, droit fiscal, les baux, ce que vous voulez. Bref, on a une équipe aujourd'hui de choc avec maître Dalia Arfi El-Kaïm, avocate au barreau de Paris. Bonjour Dalia. Bonjour Yves. Ça va bien? Ça va et vous? Plein de forme. Oui. On va parler avec vous du droit social aujourd'hui, avec des questions en droit du travail qui nous ont été envoyées sur avocat.net. À vos côtés, nous la connaissons également dans cette émission, maître Dominique Benatar, avocate au barreau de Paris. Bonjour. Bonjour Yves. Comment ça va Dominique? En pleine forme. Les beaux, non pas les beaux et les belles, mais que les beaux aujourd'hui. Les beaux. Question beau d'habitation d'ailleurs pour vous qui nous est envoyée par une auditrice de Bordeaux, on y répondra dans quelques minutes. Et puis à vos côtés, elle fait son apparition dans l'émission, nous ne la connaissions pas encore, mais vous allez la découvrir. Maître Nadine Holzer, qui est avocate au barreau de Paris. Bonjour Nadine. Bonjour Comment Yves. ça va? Très bien. Bienvenue dans l'émission. Je suis ravie d'être là aujourd'hui dans l'équipe. Soyez la bienvenue. On parlera avec vous du droit de la famille de manière générale dans les émissions à venir. Et une question sur la séparation. Est-ce qu'on part avec un peu d'argent ou pas? Mais quand on n'est pas marié, on verra. C'est pas si simple. Dans un instant avec vous. On va commencer par une question en droit du travail avec Dalia Arfi El-Kaïm. Alors Dalia, nous avons une question pour vous de Léa de Paris. Voici ce qu'elle nous demande sur avocat.net. Posez toutes vos questions. Elles font l'émission. Je suis victime d'un harcèlement sexuel de la part d'un collègue, mais j'ai peur en le dénonçant de perdre mon emploi. Alors, que puis-je faire? Vous avez cette situation peut-être qui vous arrive. Écoutez bien, parce que qu'est-ce qu'on doit faire? Elle a peur de se faire envoyer. Eh oui, elle a peur de Il se ne faire manquerait virer. plus que ça. Il manquerait plus que ça. Et si ça arrive, vraiment, elle peut compter sur moi pour la défendre. Parce que c'est pas comme ça que les choses se passent en matière de harcèlement sexuel. Évidemment, le harcèlement sexuel est prévu et réprimé par le Code du travail, mais également par le Code pénal. C'est un délit pénal qui, l'auteur des faits est susceptible d'être poursuivi et d'être condamné pour 2 ans d'emprisonnement, 30 000 € d'amende, la peine pouvant être aggravée et portée à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc, c'est un oui, délit bien grave, entendu, c'est un délit qui est sévèrement réprimé. Et si cette dame, effectivement, est victime d'un harcèlement moral, d'un harcèlement sexuel sur le lieu de travail, eh bien évidemment, elle peut obtenir réparation et voir ses droits respectés. Est-ce qu'on est vraiment dans une situation de harcèlement sexuel? C'est la première des choses qu'il faut se demander, parce que le Code du travail donne une définition très précise du harcèlement sexuel. Oui, comment le Il peut reconnaissez, s'agir soit de propos ou comportements à connotation sexuelle répétée, Donc des propos, voilà, comportements. soit un comportement consistant en une pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle. Autrement dit, vous recevez une boîte de chocolat, des fleurs, une petite carte avec des mots d'amour. Ouais. Non, la tentative de séduction n'est pas réprimée et n'est pas punissable par la loi. C'est pas punissable, mais enfin c'est clair en tout cas dans le message envoyé par le patron, mais ou le collègue, mais ça ne rentre pas dans le coup de la loi. Mais si cette pauvre dame, si elle est envahie de textos à connotation sexuelle, jour et nuit, des mails et une attitude désagréable sur le lieu de travail, là oui, effectivement, nous sommes dans le cadre du harcèlement sexuel. Et donc elle peut se plaindre. Elle peut se plaindre qu'elle soit en CDD, qu'elle soit en CDI, en contrat d'apprentissage, que ce soit une simple stagiaire. Et elle peut se plaindre. Donc là, elle nous parle d'un collègue, ça peut être un supérieur hiérarchique. Elle se plaint qui? À son patron? Elle se plaint donc à la personne qui est au-dessus, supérieur hiérarchique, donc en l'occurrence puisqu'il s'agit d'un collègue. Et le patron en question, il n'a pas le droit de rester passif, parce que s'il reste passif, il se rend complice du délit de harcèlement sexuel. Au-delà de ça, l'employeur est obligé de respecter ce qu'on appelle l'obligation de sécurité de résultat sur le lieu de travail. Donc il doit prévenir ce type d'acte. Et en fait, il doit pas tout faire... embaucher des jolies filles. Prévenir ce type d'acte. Non, mais il suffit d'afficher sur le lieu de travail les textes relatifs au harcèlement sexuel. Si l'entreprise comporte 20 salariés, on a un règlement intérieur, donc on est obligé de mettre toutes les dispositions relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Et lorsque finalement de tels faits sont portés à sa connaissance sans qu'il ait pu s'en apercevoir, eh bien, il doit tout faire pour remédier à la situation, recevoir donc notre téléspectatrice, recevoir également l'auteur des faits, procéder si possible à une confrontation si l'état psychologique de la salariée le permet, consulter les délégués du personnel, encourager la salariée à aller voir l'inspecteur du travail et il doit sanctionner l'auteur des faits. La Cour de cassation a répété à plusieurs reprises qu'effectivement, quand ce type de comportement est prouvé, eh bien, le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié. Ouais. On a une abondante jurisprudence sur la question. Moi, ce que je conseille plutôt côté employeur, c'est vraiment de bien préparer son dossier. Ouais. Il m'est arrivé de faire des constats d'huissier, en fait, avec imprimer tous les textos relatifs au harcèlement sexuel pour avoir vraiment arrivé devant le Conseil des prud'hommes. Pour être sûr de pas... Mais les auteurs n'attaquent pas souvent, mais ça peut arriver, en fait. Hein, donc, en tout cas, il ne faut vraiment pas hésiter. Il faut le faire, en parler à son patron. Son patron a l'obligation de vous protéger en quelque sorte ses salariés, mais si on ne lui dit pas, évidemment, ça ne passera pas aussi facilement. Et
si jamais elle est placardisée, pour conclure, jamais elle est placardisée et qu'on arrive à établir le lien de causalité. Donc on la met dans un placard pour... Voilà. C'est parce qu'effectivement, s'il y a des retentissements sur sa carrière, des répercussions sur sa carrière par rapport au fait qu'elle ait dénoncé des faits de harcèlement sexuel, si on arrive à prouver le lien de causalité entre les deux, elle va au Conseil de prud'homme et elle sera indemnisée en dommages et intérêts. Non. Merci beaucoup, parce que c'est clair en tout cas. Si vous êtes harcelé, alors les chocolats, vous les mangez quand même et puis vous déposez plainte après parce qu'il ne faut pas tout perdre non plus. Et on le dit aussi à son patron, ça c'est important évidemment de le prévenir à sa hiérarchie. Merci beaucoup Dalia, restez avec nous, vous pouvez intervenir les unes avec les autres. Nous avons une question pour vous Dominique Benatar, une question sur les baux d'habitation, parce que c'est votre spécialité, on parle des baux. C'est une question de Françoise de Bordeaux qui nous dit qu'en fait elle est pacsée, donc elle vit avec quelqu'un depuis juin dernier, donc ça fait quelques mois. Elle écrit « Nous vivons dans l'appartement dont mon compagnon est locataire depuis une dizaine d'années maintenant. Je ne suis pas titulaire du bail, donc le bail est au nom de son ami. Mais est-ce que je dispose d'un droit sur cette location en fait ? De quoi dispose-t-elle ? Est-ce que voilà, elle peut prétendre à quelque chose au niveau légal sur cet appartement ? Est-ce qu'on peut la mettre dehors par exemple si elle quitte son compagnon ? D'accord. Bonne question sur les appartements ça. Alors elle a dit qu'elle était pacsée et pas mariée. Bon, de toute façon, on est spécialiste du Pacs d'ailleurs. Mon sujet. Bon sujet. Ah, très bien, très bien. On pourra en parler. Donc, de toute façon, le Pacs, en l'espèce, ne change rien parce que la loi du 13 décembre 2010 a étendu un principe qui était déjà préexistant pour les personnes mariées. C'est ce principe de cotitularité. Ce qui veut dire que dès qu'elle est pacsée et qu'elle réside dans l'appartement qui constitue le domicile du couple, elle a exactement les mêmes droits que celui qui est inscrit au bail. Et à ce niveau-là, ce principe de cotitularité lui permet effectivement d'occuper cet appartement régulièrement et d'avoir des droits sur cet appartement. Alors par contre, il y a un impératif. Oui, parce que c'est important ce qu'on dit là, parce que c'est vrai que c'est pas anodin de vivre dans un appartement avec un compagnon. Non. On peut se prévaloir de droits envers le bailleur, et c'est vrai que certains n'en ont pas, et d'autres qui sont protégés par un statut en ont. Donc il y a une obligation quand même, c'est de prévenir et de dénoncer ce Pacs au bailleur, parce qu'à défaut d'avoir dénoncé cette nouvelle situation, la cotitularité est totalement neutralisée. Donc il faut écrire une lettre recommandée au propriétaire bailleur pour lui dire qu'on est pacsé et qu'on occupe régulièrement cet appartement. Et dans ce contexte, tous les actes de la vie du bail doivent être délivrés aux deux compagnons, aux deux personnes pacsées, ce qui est effectivement une protection tout à fait essentiel. Ce qui, alors ma consoeur doit avoir ce type de problème au moment des divorces, au moment de la rupture des Pacs, parce qu'effectivement celui qui occupe depuis longtemps et qui est locataire sur le bail depuis longtemps souhaite en général se prévaloir du bail. Mais en tout cas au plan légal, les droits sont identiques. Non. On rappelle aussi, juste au passage, bien sûr, que pour ceux qui sont mariés, là c'est encore différent, mais il y a une protection de domicile conjugal. Oui. On ne peut pas, évidemment, même si le domicile appartient au conjoint et pas à l'autre, il l'a acheté, c'est à lui, le bail est à lui, on ne peut pas, évidemment, mettre quelqu'un dehors. Si, effectivement, une protection l'un des époux est propriétaire. Exactement, dans le cas aussi du mariage. Merci beaucoup, Dominique Benatar, pour cette explication. Donc, sur ces questions, beaucoup de questions sur les appartements. Parce que non, on vit tous dans un appartement, propriétaire ou locataire, et beaucoup de questions se posent avec les relations avec le locataire et le bail. À vos côtés, elle est spécialiste du Pacs, mais également du droit de la famille de manière générale. D'ailleurs, ce n'est pas une question sur le Pacs qu'on a à voir avec vous aujourd'hui, Nadine Holzer, avocate au barreau de Paris. Une question de Claude du Nord. Donc, il appelle du Nord. On salue tous nos amis qui nous regardent dans le Nord. Je me sépare de mon concubin après 20 ans de vie commune. Figurez-vous, Nadine, 20 ans quand même, c'est beaucoup. Mais je ne travaille pas. Aurais-je droit à quelque chose de sa part, là, puisqu'ils se séparent ? 20 ans de vie commune, ils ne sont pas mariés, mais ils se séparent. Est-ce qu'elle peut prétendre à quelque chose financièrement ? Eh bien justement, il y a une différence entre les mariés, les pacsés et les personnes en union libre. Dans le Code civil, il n'y a qu'un seul article sur le concubinage, alors qu'il y en a évidemment pléthore sur les autres, le mariage, et également maintenant sur le Pacs. Donc en fait, quand on rompt une union libre, il n'y a aucune protection.
on a droit à rien. Donc ce n'est pas parce qu'on travaille, on ne travaille pas, ce n'est pas systématique, ce n'est pas automatique. Alors, il y a un petit bémol à tout ça. Nous mettons un bémol parce que là, elle est en train de le petit bémol de chaîne. Voilà. Elle est sur une autre chaîne, elle regarde un match de foot, il paraît qu'elle a coupé. Petit bémol. Il faut aller déposer. Ce qui est fautif, c'est le caractère fautif de la rupture. Donc, ce n'est pas lié au fait qu'il y en a un qui travaille, qu'il y en a un qui a de l'argent ou pas d'argent. Ça, on a décidé de rester en union libre. Voilà, c'est le prix de la liberté. C'est comme ça. Ce n'est pas la disparité des revenus, ça n'a rien à voir. Aucune incidence. Par contre, si mon concubin a rompu cette union de façon horrible, de façon anormale, de façon qui m'affecte, moi, ce caractère brutal de la rupture, alors là, je vais pouvoir la signer et lui demander des dommages et intérêts en réparation de mon préjudice moral. Donc, si je m'en vais, bon, voilà. Si je m'en vais au bout de 20 ans de vie commune, que j'ai déménagé tout l'appartement, il y a un cas de jurisprudence, il a tout déménagé, la seule chose qu'il a laissée, c'était les photos déchirées et le berceau du bébé. Alors là, les tribunaux ont dit qu'il ne faut quand même pas exagérer. Ouais. Il a laissé cette malheureuse sans rien, avec un comportement, je dirais, tellement fautif que les tribunaux ont accordé à cette malheureuse concubine des dommages et intérêts qui étaient importants. Donc c'est bien le caractère fautif. Alors, dans le caractère fautif, il faut aussi, on va tenir compte par exemple du fait qu'un des concubins s'était engagé. Il lui avait promis qu'il allait se marier. Ou par exemple, il décide justement de s'en aller le jour où elle va passer son examen. Oui, c'est sympa donc, aussi. Vous voyez, donc là, évidemment, la pauvre, elle fait que pleurer, elle va rater son examen. Ouais. Donc ça, c'est le caractère fautif. Il faut un certain nombre d'indices. Et puis, il y a un petit point aussi que je voudrais rajouter. Ouais, pour finir. Quand il y a une faute partagée, eh ben, finalement, on ne doit rien. C'est-à-dire que parfois, vous avez des concubins qui sont ensemble, mais ils sont engagés, l'un ou l'autre, ou les deux, dans des liens de mariage, par ailleurs. Donc, en fait, moi, je suis bien en concubinage avec quelqu'un, mais je sais qu'il est marié. Donc, finalement, si mon concubin retourne avec sa femme, ben, je ne peux pas lui reprocher, quoi que ce parce soit. que je le savais. Voilà. Et Vous donc là, ça, en gros, voilà, la douleur efface ta faute et elle n'a droit à rien du tout. En tout cas, c'est très clair. On a bien fait la distinction. Donc, on ne demande rien au titre de la disparité, comme on pourrait le faire pour un divorce, pour la pression compensatoire, donc ça n'a rien à voir. Par contre, si la rupture, effectivement, elle est violente et qu'elle cause un préjudice, on peut avoir réparation de son préjudice moral. Donc, c'est deux natures bien différentes, en tout cas, de réparation. Merci beaucoup, Nadine, pour cette explication très claire. C'est la fin de cette émission, déjà, dites-moi. Hein, on s'est séparés, on était harcelés sexuellement, on n'a que des problèmes aujourd'hui. Mais tout va bien, vous envoyez vos mails, en tout cas, si vous souhaitez poser des questions à nos avocates ou avocats dans d'autres émissions. Avocat.net, merci à toutes les trois. À très vite pour un autre avocat. Salut. Merci. Merci.